Konnichiwa, yokoso, irashaimase. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 26e vidéo. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que suite à la mort de Toyotomi Hideyoshi, le Japon s'est retrouvé divisé en deux factions. D'un côté, l'armée de l'Ouest, dirigée par Ishida Mitsunari, qui cherche à protéger la lignée Toyotomi, et de l'autre, celle de l'Est, formée par Tokugawa Ieyasu, qui cherche à devenir le nouveau leader du pays. Apprenant la formation de l'armée de l'Ouest, Tokugawa Ieyasu, qui se dirigeait vers Aizu pour soumettre Uesugi Kagekatsu, décida de faire demi-tour et de retourner vers le centre du Japon pour mater la rébellion mise en place pendant son absence. Sur le chemin du retour, Ieyasu se permet de faire une pause à Edo, mais il envoie tout de même des daimyo et des troupes en direction de l'ouest via la route de Tokaido et leur demande de l'attendre au château de Kiyosu juste au nord de Nagoya. Et en parallèle, il envoie aussi 38 000 hommes par la route Nakasendo, plus au nord, et qui passe par Nagano et notamment le château de Ueda, contrôlé par des alliés de l'armée de l'Ouest. Il lance donc une opération double. De l'autre côté, l'armée de l'Ouest, créée par Ishida Mitsunari, était protégée par Toyotomi Hideyori et était rassemblée au château d'Osaka. C'est le daimyo Mori Terumoto qui a été nommé commandant général de cette armée. Puis, ils s'avancèrent jusqu'à la région de Mino, dans la préfecture de Gifu, et firent du château d'Ogaki leur base. Ainsi, la ligne de front des deux armées s'est retrouvée entre le château de Kiyosu, où se trouvent les troupes de Tokugawa Ieyasu, et le château de Gifu, tenu par l'armée de l'Ouest, et avant-poste du château de Ogaki. Cependant, le 23 août 1600, les forces de l'Est réussirent à faire tomber le château de Gifu, qui appartenait donc à l'Ouest, et purent entrer dans la région de Mino. Du coup, l'armée de l'Ouest a renforcé ses positions au château de Ogaki pour empêcher l'armée de l'Est d'aller plus loin. C'était aussi le quartier général de Ishida Mitsunari, donc un point très important pour les deux camps. Le château de Ogaki, bien que pas très connu de nos jours, même si dans la liste top 100 des châteaux du Japon, était à l'époque un château clé de la zone et bien plus large et influent qu'aujourd'hui. Du coup, la majeure partie des troupes de Tokugawa, présentes à Kiyosu, se sont retrouvées à attaquer le château de Ogaki et ne pouvaient pas continuer plus vers l'ouest tant qu'ils ne seraient pas tombés. Et dans cette situation, bien qu'en état de siège, Mitsunari était avantagé et pensait qu'il allait petit à petit prendre l'avantage sur l'ennemi et pouvoir porter une attaque fatale au moment opportun. Pendant ce temps, et ce jusqu'à début septembre, Tokugawa Ieyasu se trouvait toujours à Edo. Voyant que son armée faisait du surplace à Ogaki, il décida de lancer une armée de 30 000 hommes dans cette direction depuis Edo. Et en parallèle, il demanda aux 38 000 troupes postées du côté de Nagano et du château de Ueda de se diriger rapidement vers Ogaki. Et 10 jours plus tard, le 13 septembre, Ieyasu arriva sur place avec ses 30 000 hommes. Mais les troupes présentes à Nagano ne purent arriver à Ogaki car toujours bloquées par la prise du château de Ueda qui était un bastion pro-Mitsunari et commandé par le daimyo Masayuki Sanada. En plus, pour ne pas arranger les choses, le messager qui devait leur dire de changer d'objectif a été retardé par des inondations sur la route. Au final, les forces de Tokugawa Ieyasu présentes à Nagano ne participeront pas à la bataille de Sekigahara 2 jours plus tard. Dans cette situation, Ieyasu n'eut d'autre choix que de pousser avec ses propres troupes. Le 14 septembre, il traverse la rivière Nagala pour s'arrêter à Akasaka dans l'ouest de Mino. Puis il prit les commandes de l'attaque du château de Ogaki qui était toujours le principal bastion ennemi. Malgré l'ajout des troupes venues d'Edo, la situation était toujours en faveur de Mitsunari. Puis une information arriva au château de Ogaki. Un certain Kobayakawa Hideaki, qui était vu comme un allié de Mitsunari depuis le départ, a décidé d'entrer dans le château de Matsuoyama au sud-ouest de Sekigahara. Mais ceci n'était pas prévu et cette attitude commença à donner des doutes à Mitsunari sur la confiance qu'il pouvait avoir envers cet allié. Il faut savoir que l'armée de Kobayakawa représentait environ 15 000 hommes, donc une force considérable. D'ailleurs, ce château en montagne était réputé très solide et était une base importante de l'armée de l'Ouest qui avait été renforcée pour l'occasion. En plus, il y avait une vue quasi totale sur la plaine de Sekigahara, donc c'est un point clé pour contrôler la route vers Kyoto et Osaka et avoir une idée de l'avancement de la future bataille. De son côté, le chef des armées de l'Ouest, Mori Terumoto, fut appelé au château d'Osaka pour établir un plan de bataille sur le long terme. Mais comme la bataille allait bientôt commencer, il ne pourra pas y participer. Mais ça, il ne le savait pas encore. Il existe aussi une théorie comme quoi c'était en fait un infiltré dans l'armée anti-Tokugawa qui a quitté le commandement avant le début de la bataille pour déstabiliser les troupes de l'Ouest.
Mais ceci n'est qu'une théorie et rien n'est avéré. Donc même si Mori Terumoto avait été désigné commandant général, c'est au final Mitsunari qui se chargera de diriger la bataille pour son camp. Mais revenons à l'attaque du château de Oogaki. Donc Mitsunari commençait à avoir un peu peur de ce qui pourrait se passer à l'ouest du château. En plus des agissements suspects de Kobayakawa, il craignait que l'armée de l'Est commence à construire des fortifications à l'ouest du château. Car cela risquait ainsi de lui couper son chemin de repli et la route vers Osaka et Kyoto. Donc il décida d'en partie quitter le château de Oogaki dans la nuit du 14 septembre pour se précipiter à Sekigahara tout en laissant 7500 hommes dans le château pour le tenir. En même temps, il entra en contact avec Kobayakawa et tenta de le convaincre d'intégrer ses forces de son armée de l'Ouest, mais sans recevoir de réponse vraiment claire. Il faut savoir que Kobayakawa faisait partie des généraux en Corée qui se sont vus retirer une grande partie de leurs terres par Toyotomi Hideyoshi en 1598 après le message de Mitsunari de l'épisode 1. Donc il est normal de penser qu'il avait de la rancœur envers lui, mais juste avant la mort de Toyotomi Hideyoshi, ce dernier décida de lui rendre ses terres, mais c'est Tokugawa Ieyasu qui a fait en sorte de s'adjuger ce geste. Donc Kobayakawa était en fait plutôt à tendance pro-Tokugawa avant la bataille de Sekigahara, même s'il était pro-Mitsunari sur le papier. Aussi, au nord du château de Matsuyama, les troupes d'un certain Ōtani Yoshitsugu, un pro-Mitsunari, étaient en attente depuis le 3 septembre, donc elles ont fait en sorte de se joindre aux forces venues d'Oogaki. Mais au final, les agissements suspects de Kobayakawa, en entrant au château de Matsuyama par surprise, ont perturbé Mitsunari et cela semble l'avoir contraint à se déplacer vers Sekigahara plus tôt que prévu et sans préparation adéquate. En apprenant les mouvements de l'armée de Mitsunari, Tokugawa Ieyasu décida de lever son camp de Akasaka dans la nuit du 14 au 15 et d'avancer ses troupes vers le futur champ de bataille. Donc l'armée de l'Ouest a fini par attirer naturellement celle de l'Est vers Sekigahara. Du coup, les deux armées se sont retrouvées face à Sekigahara à l'aube du 15 septembre. Et enfin commença la bataille vers 8h du matin. Le temps était plutôt brumeux et quand il commença à s'éclaircir, les tirs de fusil purent commencer. On dit que les forces étaient entre 75 000 et 90 000 côté Tokugawa Ieyasu et environ 80 000 côté Mitsunari, donc globalement assez équilibré. Les premiers affrontements ont eu lieu entre les troupes de l'Est de Fukushima Masanori et celles de l'Ouest de Ukita Hidehie. C'est ensuite Kuroda Nagamasa et Hosokawa Tadaoki qui ont attaqué les troupes d'Ishida Mitsunari situées sur l'aile gauche. Mitsunari avait aligné des clôtures en bois et des fossés au pied du mont Sasao où il se trouvait pour stopper une éventuelle avancée ennemie. Le groupe d'un certain Shima Sakon, un des principaux vassaux de Mitsunari et qui avait la totale confiance des troupes, était la première ligne du groupe de Mitsunari et était situé dans la plaine. Le groupe s'est montré héroïque pour repousser la formation ennemie mais subit de lourdes pertes. D'ailleurs, Shima Sakon lui-même combattit jusqu'à la mort malgré de lourdes blessures reçues pendant les combats. Par la suite, les unités de Konishi Yukinaga et de Ōtani Yoshitsugu ont également accueilli les ennemis qui s'approchaient du front et se sont battus d'avant en arrière. Globalement, les troupes de l'Ouest avaient l'avantage du terrain car elles étaient généralement situées en hauteur. Donc les troupes de l'Est se sont heurtées à l'ennemi et leurs attaques leur faisaient uniquement subir de lourdes pertes dans la plupart des cas. À ce stade, ce sont surtout les troupes de Mitsunari, de Ukita, de Ōtani et de Konishi qui combattaient activement dans l'armée de l'Ouest, totalisant plus de 30 000 hommes. C'était moins de la moitié de leur force au total, mais dominaient déjà les débats face à l'Est. Vers 10h, donc 2 heures après le début de la bataille, Mitsunari sentit qu'il était temps de porter un gros coup sur ses ennemis, et il décida de lancer un signal à toutes les troupes pour ordonner à ceux qui n'avaient pas encore participé à la castagne de s'y joindre. Et justement, en plus des forces présentes autour de Mitsunari, ce dernier comptait aussi sur environ 30 000 hommes stationnés à l'arrière de l'armée de l'Est, donc de l'autre côté du champ de bataille, sur la montagne Nanguyama. Donc avec l'aide de ces forces, il serait possible de prendre en tenaille les troupes ennemies de l'Est et ainsi clore la bataille très rapidement. Mais cette armée, dirigée par Mori Hidemoto, ne bougera pas de la bataille. Et cela car ses premières lignes, situées au pied de la montagne, étaient dirigées par un certain Kikkawa Hirohige qui a fait en sorte que les troupes de Mori Hidemoto ne participent pas au combat. Et oui, car Kikkawa Hirohige avait en fait choisi le camp de Tokugawa Ieyasu et était donc un infiltré dans l'armée de l'Ouest. Soi-disant, il aurait bloqué les messagers qui venaient demander aux troupes de Mori de participer au combat. D'ailleurs, il est dit qu'il aurait avancé comme argument que non, il ne peut pas venir car il est en train de manger son bento avec ses troupes.
Le bon gros foutage de gueule quoi. À mon avis, il était à deux doigts de dire que Mori Hidemoto était en pleine séance d'aquaponie avec ses troupes. Bah oui, plus c'est gros, mieux ça passe, c'est bien connu. Donc Mori, depuis le haut de sa montagne, qui était lui bien un allié du camp de Mitsunari, mais en pleine séance d'aquaponie, n'a pas eu vent de ce qu'il se passait et n'a pas bougé pendant toute la bataille, et la stratégie de prise en ciseaux n'a pas eu lieu. Donc voilà déjà une première grosse contrariété pour le plan de l'armée de l'Ouest. Aussi, d'autres troupes sur le champ de bataille, menées par Shimazu Yoshihiro, qui était pourtant situé quasi au centre de débat, ont délibérément fait en sorte de ne pas participer à la bataille. Mais le plus grand facteur qui a fait basculer la rencontre est sans aucun doute la trahison de Kobayakawa Hideaki, qui avait pris place au château de Matsuoyama un peu avant. Voyant que la bataille tournait visiblement à l'avantage de Mitsunari, il hésita quel camp rejoindre. Je rappelle qu'il est officiellement un allié de l'ouest de Mitsunari, mais qu'il est en fait du côté de Tokugawa Ieyasu. Mais bon, peu importe à qui se rallier, pour peu que ce soit avec le camp victorieux. Mais les troupes de Tokugawa Ieyasu, voyant que Kobayakawa mettait du temps à se décider à trahir son camp, décidèrent de commencer à l'attaquer, ce qui lui fit prendre la décision de se joindre aux troupes du futur shogun. Et ainsi, il descendit de sa montagne pour charger le flanc des troupes de l'ouest de Ōtani Yoshitsugu. Ceci s'est passé vers midi. L'armée de Kobayakawa était largement supérieure avec environ 15 000 hommes contre 1500 environ en face pour Ōtani. Il lutta tant bien que mal mais finit par se faire anéantir. Après Ōtani, ce sont les troupes de Ukita et de Konishi qui se sont faites marcher dessus car déjà bien occupées avec les troupes principales de l'Est au centre. Donc l'armée de l'Ouest se retrouve attaquée de front mais aussi par le côté sans renfort depuis l'arrière de l'ennemi. Les différents corps de l'armée de l'Ouest se sont ainsi fait descendre les uns après les autres pour arriver finalement aux troupes de Mitsunari qui subiront le même sort. Ce dernier parvint à s'enfuir dans un premier temps, mais sera rattrapé et exécuté quelques jours plus tard. Sinon, les troupes dirigées par Shimazu Yoshihiro, vous savez, celles qui ont décidé de ne pas bouger au milieu du champ de bataille, ont enfin décidé de bouger, mais cette fois-ci pour s'enfuir. Vachement glorieux. Mais ils ne purent échapper aux troupes de Ieyasu. En effet, leur retraite fut bloquée par des montagnes escarpées sur leurs arrières et ils tentèrent donc de percer les troupes de l'Est dans un mouvement désespéré, mais finirent par se faire anéantir à leur tour. D'autres trahisons moins importantes auront aussi lieu sur le champ de bataille, mais toujours pour aller du camp de Mitsunari vers le camp de Tokugawa Ieyasu. Au final, Mitsunari avait bien mal évalué la fidélité de ses troupes et se fit trahir sur différents fronts. La bataille s'est donc terminée sur cette trahison de Kobayakawa qui a fait basculer la bataille et qui était plutôt équilibrée jusqu'ici, voire même légèrement en faveur de Mitsunari. Donc c'est Tokugawa Ieyasu qui a remporté une victoire écrasante en environ 6 heures. Plutôt court pour une bataille qui au final sera si importante dans l'histoire du Japon. 3 ans plus tard, en février 1603, Tokugawa Ieyasu devient shogun et ouvre officiellement le shogunat à Edo. Et la longue histoire de la famille Tokugawa pendant 270 ans commença. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de châteaux. Et voilà, c'est la fin de ces 2 vidéos consacrées à la bataille de Sekigahara. Encore une fois, j'espère que le tout a été clair et que cela vous a plu. Ces 2 vidéos sont un peu une exception car on n'a pas vraiment parlé de château, mais cet événement est tellement important que je ne pouvais pas passer à côté. Et comme d'habitude, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou encore à le partager. Sinon, les 3 classiques sont toujours là pour soutenir la chaîne. Donc un grand merci à toutes et à tous. Je vous dis à la prochaine, sur ce, Okini!